L'idée, donc, c'est d'abord de réfléchir à la notion de système alimentaire, donc, avant de parler des systèmes alimentaires territorialisés, pour essayer de comprendre ce que ça implique pour l'étude de la durabilité des systèmes alimentaires. C'est mon point de départ. Pourquoi on parle de système alimentaire plutôt que simplement d'alimentation, de filière alimentaire ou agroalimentaire, à la limite de champ alimentaire? Pourquoi ce terme-là? Donc je vais procéder en 3 temps. D'abord une approche un petit peu épistémologique sur l'approche en termes de système. Puis on verra un petit peu les fonctions, le fonctionnement du système alimentaire pour déboucher enfin sur la réflexion sur les liens entre système alimentaire et durabilité et territoire qui accompagnent l'idée des systèmes alimentaires territorialisés. Donc d'abord, si l'alimentation apparaît aujourd'hui comme une thématique très transdisciplinaire, elle a longtemps été considérée d'abord et avant tout dans sa dimension agricole. Et même encore ce matin, on est beaucoup revenu sur cette dimension, sur l'aspect de la production agricole. On trouve donc de manière générale, par exemple tout au long du XXe siècle, la description de paysages agraires et avec une approche très agronomique de l'alimentation. Où est-ce qu'on produit quoi? Quels en sont les effets locaux? Ça se retrouve donc largement dans les premières définitions qui ont prévalu de la sécurité alimentaire, qui étaient largement associées à cette idée d'autosuffisance nationale, et donc avec cette idée que les épisodes d'insécurité alimentaire étaient largement liés à des défauts de production. Et on observe un tournant dans les années 1970 et en particulier à partir de 1980 avec les analyses d'Amartya Sen des grandes famines du 19e et du 20e siècle. Donc Amartya Sen a montré qu'au contraire, il n'y avait pas de rupture d'offre à l'origine des famines, de différentes famines qu'il étudie, mais que c'était davantage un enjeu de pauvreté et de droit d'accès. Donc à partir de cette période-là se développe une approche à la fois économique et politique de l'alimentation. Et c'est également donc, à partir de ce moment-là que se développe le concept de système alimentaire, donc avec cette approche plus large de la sécurité alimentaire. En France, donc, c'est à Louis Malassis qu'on doit la première définition, et qui est la suivante, donc la façon dont les hommes s'organisent pour produire, distribuer et consommer leur nourriture. C'est donc un dispositif social, incluant une dimension économique et politique, qui a pour vocation de répondre à un besoin physiologique, celui de se nourrir. Donc Malassis distingue 3 étapes dans sa définition: la production, ce qui renvoie effectivement à l'agriculture et à l'agro-industrie, la distribution, donc avec la question de l'accès physique et économique, et enfin donc la consommation, ici donc les pratiques alimentaires, les cultures gastronomiques, les usages culinaires, etc. Donc cela revient à suivre les aliments depuis leur lieu de production jusqu'à leur ingestion, et donc dans une certaine mesure cela renvoie à l'expression d'un autre chercheur, Nin, qui dit « from land to mouth », donc de la terre à la bouche. Mais alors, il y a une certaine linéarité, et du coup on pourrait presque parler de filière alimentaire. Alors pourquoi parler de système? L'intérêt de l'approche systémique, c'est précisément de dépasser cette conception linéaire qui segmenterait l'étude de l'alimentation pour interroger au contraire les interactions entre les différents éléments du système et les interactions des éléments du système avec son environnement. L'idée sous-jacente, c'est de ne pas considérer l'un des éléments du système sans considérer le dispositif alimentaire plus large dans lequel cela s'inscrit. Un exemple, dans l'actualité, il y a 3 jours, un article du New York Times relayait les travaux d'un chercheur qui a montré comment les géants de l'industrie du sucre dans les années 60, ont influencé l'établissement des normes nutritionnelles. Et donc, l'idée, c'est de montrer que l'épidémie d'obésité, qui est liée aux pratiques alimentaires inadaptées, ne peut être comprise qu'en lien avec l'émergence d'une industrie agroalimentaire extrêmement puissante dans un contexte de transformation des modes de vie. Donc, l'idée de l'approche en termes de système, c'est ici de mettre en avant les processus aboutissant à cette situation alimentaire. Il a noté donc que si le terme de système alimentaire apparaît dans les années 1970, il est resté relativement peu utilisé et peu défini jusqu'à récemment. Et finalement, son émergence semble liée au contexte scientifique et socio-économique plus large dans lequel ça s'inscrit, avec notamment la crise alimentaire de 2008, qui a remis la question alimentaire à l'ordre de l'agenda politique mondial. Pour schématiser le fonctionnement d'un système alimentaire, je vais ici me fonder donc, sur les travaux de Eriksen en 2008. L'idée, c'est que le système alimentaire a vocation à assurer un résultat,
qui est la sécurité alimentaire. Et je reprendrai ici donc, la définition du Sommet mondial de l'alimentation de 1996, c'est-à-dire l'accès de tous, en tout temps, à une alimentation suffisante, sûre et nutritive, répondant aux préférences et permettant à chacun de mener une vie saine et active. Et donc pour cela, le système alimentaire assure 3 fonctions. D'abord la disponibilité, qui repose donc, évidemment sur la production, mais ça n'est pas seulement la production. Ça dépend également donc, des modalités de distribution de ces aliments dans l'espace et dans tous les espaces habités. La question de l'accès ensuite, parce que on l'a vu, il ne suffit pas, la nourriture ne doit pas seulement être disponible, mais on doit également en assurer l'accessibilité, donc à la fois physique mais aussi économique, ce qui peut éventuellement se fonder sur des formes d'allocation ou de distribution. Et également, il y a un enjeu d'accessibilité culturelle et donc d'acceptabilité, de correspondance avec les pratiques culturelles de l'espace étudié. Enfin, il y a la question de l'utilisation. On s'intéresse ici donc à la consommation, mais ici la consommation recouvre différents aspects. D'abord, l'alimentation doit être à la fois salubre et non toxique. Ce sont tous les enjeux de sécurité sanitaire qui se posent. Ensuite, il y a la question des pratiques alimentaires qui influencent la valeur nutritionnelle des aliments. Les enjeux de nutrition sont très importants, avec notamment la question des modes de conservation, des modes de préparation, qui influencent cette dimension nutritionnelle. Et c'est vraiment une préoccupation grandissante, tant pour les populations que pour les pouvoirs publics. Et enfin, se pose également la question de la valeur sociale associée aux aliments. Les présentations de ce matin ont montré comment les produits locaux connus et éventuellement qu'on a soi-même fait pousser sont particulièrement valorisés et comment cette dimension du lieu de production influence les pratiques alimentaires et la perception de l'alimentation des consommateurs. Donc, le système alimentaire assure ces 3 fonctions essentielles à la réalisation de l'objectif de sécurité alimentaire, mais évidemment, donc, le système alimentaire ne fonctionne pas en circuit fermé, ni ex nihilo. Il est toujours inscrit dans un espace, un environnement particulier, et l'accent donc, est mis désormais sur les interactions avec cet environnement. Donc j'ai dit que le but premier du système alimentaire est d'assurer la sécurité alimentaire, mais il est donc inscrit dans un environnement géophysique, naturel, économique, culturel, social particulier, auquel il participe et par lequel il est marqué. Donc ce colloque fait le lien donc, entre l'alimentation responsable et durable et les systèmes alimentaires territorialisés. On cherche à interroger ici donc, le système alimentaire sous ses angles sociaux et environnementaux, là où sa définition première, celle de Malassis, s'inscrivait davantage dans une démarche d'économie agroalimentaire. L'idée, c'est de montrer que les systèmes alimentaires territorialisés apparaissent comme une réponse à cet enjeu de durabilité. D'abord, la terminologie, cette idée de territorialiser, met un certain flou, comme si, en général, le système alimentaire était déterritorialisé. Ça n'est évidemment pas le cas, mais en revanche, l'idée, c'est de mettre l'accent sur l'échelle locale et sur l'organisation humaine, l'appropriation qui l'accompagne. Cela fait lien donc avec une réflexion sur la souveraineté alimentaire et sur une certaine réappropriation des dispositifs alimentaires à l'échelle locale. Et en effet, cela contraste fortement avec le système alimentaire tel qu'il fonctionne actuellement. L'insertion dans un processus de mondialisation a été une source de transformation majeure du système alimentaire mondial tout au long donc, de la deuxième moitié du XXe siècle, avec le déploiement des marchés agricoles mondialisés, avec la généralisation de l'industrie de transformation agroalimentaire, avec la diffusion de ce modèle de consommation à l'échelle mondiale, donc dans le processus de globalisation, et avec des conséquences importantes en termes de santé publique. Et c'est dans ce cadre mondial, la transition alimentaire, c'est-à-dire le passage d'une alimentation intégrant de plus en plus de produits animaux et de produits transformés, a profondément modifié les liens entre alimentation et environnement. Donc d'abord, d'un point de vue de santé publique, la concomitance, les chiffres varient selon les critères utilisés, mais avec en gros 800 millions, 1 milliard de personnes en sous-nutrition et d'environ autant de personnes affectées par au contraire des maladies liées à l'excès, liées aux excès alimentaires, interroge l'évolution de ce système alimentaire.
Les maladies liées à l'alimentation sont et donc directement liées à l'organisation du système alimentaire tel qu'il existe aujourd'hui, constituent un enjeu de santé publique majeur, central, au nord comme au sud. D'autre part, donc, la question de la dégradation de l'environnement avec ce modèle productiviste a largement émergé dans le débat politique et citoyen, et d'autant plus quand il ne s'accompagne plus d'une amélioration des conditions de vie des producteurs. Les enjeux liés notamment aux émissions de gaz carboniques sont devenus centraux dans l'agenda politique mondial, et l'agriculture représente environ un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc repenser le système alimentaire mondial pour assurer les objectifs du développement durable, donc tels que notamment donc, la fin de l'insécurité alimentaire, la gestion durable des océans, la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la santé. Donc repenser cela apparaît comme crucial, comme un enjeu crucial pour les décennies à venir. Et donc c'est là que la notion de système alimentaire territorialisé intervient, par une réflexion sur la relocalisation des productions, sur cette valorisation des productions locales et de qualité. Le système alimentaire apparaît comme un élément de réponse à ces enjeux et non plus comme un facteur de problème, ou pas exclusivement. Et on voit donc en ce sens plusieurs initiatives, donc l'organisation de circuits courts, c'est-à-dire avec au maximum un intermédiaire entre le producteur et le consommateur, de circuits locaux, donc avec la question de la distance à discuter, de manière donc à maintenir les bénéfices des producteurs et à favoriser l'économie locale. C'est l'un des éléments de réponse, et c'est aussi une stratégie de redéveloppement dans des zones de déprise, y compris dans des zones urbaines. On pense évidemment aux enjeux d'agriculture urbaine à Détroit, aux États-Unis, par exemple. Une réflexion sur les services écosystémiques et leur valorisation pour favoriser cette production locale face à une concurrence mondiale. L'enjeu, c'est ici de quantifier les externalités positives qui ne sont pas prises en compte par le marché et qui doivent favoriser justement cette relocalisation des productions. On pense également à l'initiative 4 pour 1000, par exemple, qui a pour but d'assurer la séquestration du carbone en même temps qu'elle favorise la sécurité alimentaire, en se fondant notamment sur la promotion de l'agroécologie. Ce sont ici donc des exemples qui montrent comment finalement le système alimentaire peut de plus en plus être considéré comme un levier d'action pour le développement territorial durable, et ce, au-delà donc du seul objectif de sécurité alimentaire. Pour autant, cela ne peut faire l'économie d'une réflexion critique au-delà donc d'un discours politique et citoyen, parce que, par exemple, l'association alimentation durable et système alimentaire local n'a rien d'évident. Il y a tout un débat donc, sur les effets écologiques des productions locales, et notamment plusieurs études sur les food miles, donc la question des kilomètres alimentaires, montrent que la logistique associée au transport de petites quantités de produits locaux pouvait, au-delà d'un certain seuil kilométrique, en réalité impliquer davantage d'émissions de gaz carbonique que le fait de produire plus loin, mais de transporter des plus grosses quantités. De la même manière, donc, une étude sur le système alimentaire américain a montré qu'il était plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la consommation de viande bovine et de produits laitiers que de manger local. Évidemment, se concentrer sur les émissions de carbone n'est pas suffisant. Il s'agit de voir les autres effets d'un système local, et notamment les enjeux sociaux. Et c'est là l'intérêt de l'approche systémique, c'est de mettre en évidence cette pluralité d'effets, cette complexité, de manière à favoriser une analyse critique des indicateurs qui sont utilisés. Je ne vais pas aller plus loin dans ce domaine-là. L'idée est juste la suivante, c'est que la réflexion en termes de système présente l'intérêt d'aller au-delà d'une étude linéaire, monosectorielle, monodisciplinaire de l'alimentation. Et pour conclure, je voudrais juste véhiculer l'idée principale, c'est de montrer que l'alimentation est un système complexe, qui est très largement transdisciplinaire et qui pose des enjeux majeurs tant en termes d'occupation de l'espace, de système économique, que de santé à toutes les échelles, du monde à l'individu. Mais justement, parce que ça répond à un besoin vital, que 3 repas par jour et par personne, ça représente un volume de denrées considérable, qu'en moyenne, 15% du budget des Français sont consacrés à l'alimentation. En considérant ça, on peut aussi considérer l'alimentation comme un levier d'action citoyen et politique prometteur. Je vous remercie.